Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sphère, salut Big Rusty. Salut. On parle d'Askar Askarov et des salaires de l'UFC Columbus. Ça va ajouter peut-être un petit peu de grain à moudre à la question des salaires à l'UFC et peut-être un petit débat entre Rust et moi-même, car oui, de temps en temps nous ne sommes pas d'accord, donc ce qui s'est passé, et c'est une réalité puisque les salaires officiels de l'UFC Columbus ont été dévoilés par la commission athlétique de l'Ohio, donc ce sont, je précise, les salaires fixes. Ils ne tiennent pas compte des bonus de vestiaire, de l'argent que peuvent recevoir les combattants liés à leur sponsoring. C'est vraiment le fixe, et quand je dis le fixe, c'est bien évidemment l'argent pour combattre et le bonus de victoire, mais pas le bonus de 50 000 $, le bonus qui est prévu dans le contrat où généralement les combattants doublent leur salaire. Par contre, en fixe, il y a le bonus aussi Revox, non? Qui fait partie... en fixe, ce n'est pas... Alors, c'est donc le bonus Venom désormais. Oh là, wow. Le bonus Venom désormais et le bonus Venom qui n'est pas dans le fixe. Donc on ajoute en plus de ce fixe là générique Big Rusty parce que vous allez voir Rusty a mené l'enquête. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Askar Askarov, et c'est ce qui a choqué pas mal de gens, numéro 2 mondial de la catégorie maintenant flyweight, maintenant numéro 3, mais au moment ouais. du combat il était numéro 2, remplacé désormais par Kai Kara France qui n'est pas français. Mais tu vas où là? Tu vas où avec ça? Reviens. Après, c'est toujours bien de le préciser, on sait jamais. Hein. Oui, non, on sait jamais. Comme France Gall, c'est pas évident qu'elle est française. Hein. Bah, elle est française. Oui, elle, oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Aïe, aïe, aïe. Bref, non, mais je me permettais la précision parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser que Kekara France est français, et non, il fait partie de City Kickboxing et de tout le squad néo-zélandais, et puis le takeover, je pense que ça fait vraiment plaisir pour Israël Adesanya et toute la team City Kickboxing parce qu'il est arrivé, vous pouvez regarder son bilan, aujourd'hui je crois qu'il est à 24-9, et quand il est arrivé à l'UFC, il n'y avait pas toute cette série de victoires, et il y avait quand même une très très grosse hype pour son premier combat à l'UFC, et là maintenant les gens sont en train vraiment de se rendre compte de tout son potentiel, même si c'est vrai, victoire par décision unanime face à Askar Askarov, mais combat serré. Revenons à nos moutons. Donc Askar Askarov, numéro 2 du classement. 26 000 $, il a été payé pour l'UFC Columbus, et c'est là qu'il va y avoir un débat entre Rust et moi-même, parce que on est dans une situation complètement différente de Paddy Pimblett, puisque Paddy Pimblett remplit une salle. Askar Askarov, malheureusement, aujourd'hui, n'a pas la notoriété de Paddy Pimblett. La seule vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est normal qu'un numéro 2 mondial touche 26 000 $, sachant qu'il était dans une situation où c'est un contrat à 26 000 plus 26 000. S'il avait gagné, il serait reparti avec 52 000 $. Il a perdu, donc il est reparti avec 26 000 $. Big Rusty. Et on ne prend pas en compte le bonus Venom. Le vrai débat aujourd'hui, c'est est-ce que, en étant numéro 2 mondial d'une catégorie, est-ce que c'est normal d'être payé à 26 000 plus 26 000? Sachant qu'à titre de comparaison, si vous voulez, Manon Fiorot, elle, est repartie, et on est très 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 content pour elle. 80 000 $, donc 40 000 plus 40 000, c'est très très beau, et bravo à son management. Ouais, absolument. C'est toujours la fameuse question, c'est est-ce qu'on compte par rapport à ton classement, c'est-à-dire pas forcément ce que tu rapportes à l'UFC, parce que c'est vrai que Paddy Pimblett, il rapporte beaucoup, mais je sais pas combien de fois plus à l'UFC qu'un gars comme Askar Askarov, qui, entre guillemets, qu'on n'entend pas parler, qui n'est pas forcément connu pour ses finishes spectaculaires ou quoi que ce soit. Il n'y a pas encore quelque chose qu'il a fait, qui a fait le tour du monde, enfin, à moins que j'oublie quelque chose. Donc, est-ce qu'on raisonne uniquement par rapport à la valeur qu'a le combattant, ou en tout cas l'employé de l'UFC, et à ce qu'il rapporte à l'UFC, ou est-ce qu'on raisonne par rapport à, non, sportivement, il est 2e mondial, donc il a besoin, en gros, que la pyramide soit faite de manière, c'est presque linéaire par rapport à ton classement à l'UFC, qui ferait que mieux t'es classé à l'UFC et plus tu gagnerais d'argent. Où est-ce que je me situerais? Déjà, alors ce qui est sûr et certain, c'est que je me situe sur, je pense que toi aussi, mais je me situe sur le plot de quelle que soit la manière dont on prend le truc, et qu'on voudrait qu'il soit plus ou moins bien payé qu'un Paddy Pimblett ou quoi que ce soit.
parce que Paddy Pimblett, et comme tu l'as dit, on le rappelle, il est même pas classé encore pour l'instant, et voilà. Mais quoi qu'il en soit, 26 000 pour un combattant professionnel qui est censé normalement faire de ça son métier, son seul et unique métier, et donc que ce soit son gagne-pain, et que surtout il puisse se mettre à l'abri pour lorsque ce sera après sa carrière de combattant, quelle que soit la manière dont on prend le truc, 26 000 to show, 26 000 to win, 26 plus 26, c'est beaucoup trop faible de toute façon. Maintenant, si le débat c'est de savoir est-ce qu'il faudrait qu'il gagne plus ou moins qu'un Paddy Pimblett, c'est-à-dire après qu'on ait déterminé que quoi qu'il arrive de toute façon, et Paddy et Askarov et quasiment tous les combattants de l'UFC sont pas payés autant qu'ils le devraient, la question du coup, j'aurais tendance à penser que effectivement. Et sachant que Kai France a été bien mieux payé que lui aussi. Ouais. Moi, je pense que surtout pour Askar Askarov, je me permets de couper Russ comme ça le temps qu'il de toute façon, je disais rien, donc recouvre ses esprits. En tout cas, dans ton cheminement de pensée, en fait, moi, je pense que Askar Askarov, le gros problème qu'il a actuellement, c'est, et les 26 000, on est tous les deux d'accord, c'est honteux pour lui, mais le problème, c'est qu'à mon avis, au niveau de la valeur marchande, malheureusement, et aussi au niveau de son style, il apporte pas grand-chose. C'est pas lui qui fait se lever les foules. Moi, personnellement, je le voyais gagner contre Kai France. Je pense que c'est l'un des meilleurs de la planète. Il était invaincu jusqu'à ce combat-là. Vous n'avez qu'à regarder son bilan, ses derniers combats. Alexandre Pantoja, Tim Elliott, il a fait même un match nul contre Brandon Moreno et il a envoyé, excusez du peu quand même, à la retraite le légendaire Joseph Benavidez qui voulait une dernière victoire et malheureusement qui n'a pas pu l'avoir. Donc enfin, c'est un sacré parcours pour lui jusqu'à ce combat qui était un title shot eliminator, donc la dernière marche, si vous voulez, la demi-finale avant la ceinture flyweight. Mais le problème, à mon avis, c'est qu'il est dans une situation où il y a personne qui pousse pour lui. Il n'y a pas une armée de gars qui est derrière Askar Askarov. Et l'UFC, ils sont dans une situation aussi où il y avait Kai France qui, vous l'avez vu, quand il y avait avant le Covid, il était sur les cartes en Nouvelle-Zélande. Il était poussé par l'UFC parce que c'est intéressant de mettre ce genre de personnalité en avant. Là, c'était une situation qui était compliquée pour Askar Askarov parce que, en cas de victoire, il avait le title shot. Donc c'est très compliqué de négocier à la hausse avec l'UFC quand c'est eux qui tiennent quand même la main, parce que si vous dites non, par exemple, parce qu'il y a Askarov qui dit je veux 80 000 ou je vais te payer, je crois que c'est 110 000 qu'il a pris Kai France. Avec les bonus, ouais, peut-être. Je crois qu'il a pris, alors voilà, on a les salaires qui s'affichent, donc ouais, Kai France, il a pris 102 000, donc 50, et donc qui comprennent donc 51 000 pour venir combattre et 51 000 en cas de victoire. La différence, c'est que si Askar Askarov refusait de tenir sa place là, l'UFC aurait demandé à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre aurait pris sa place, et donc, il aurait peut-être pas eu le salaire escompté, puis surtout manqué l'occasion d'accéder possiblement au title shot. Et donc c'est pour ça que c'était une situation très compliquée pour lui. Et l'UFC, à mon avis, en a profité. On se souvient tous aussi des histoires, par exemple, de Dan Hardy, qui a combattu, je crois, c'était en co-main event d'un pay-per-view numéroté pour 16 000 $, je crois. Enfin, et même le title shot face à Georges Saint-Pierre, j'ai plus les chiffres exacts, mais je pareil. Crois que c'était 40 000, un truc voilà, comme ça. C'était quelque chose de... Mais parce que il y a cette carotte énorme de... le titre va être là pour toi. Et vous voyez, si vous regardez un petit peu les salaires de l'UFC et de leur évolution, dès que vous faites un title shot où vous êtes champion, automatiquement, vous êtes à 350 000 pour le title shot et 500 000 si vous êtes champion. Et peu importe qui vous êtes et le contrat que vous aviez précédemment. Donc forcément, pour les combattants, et surtout quand on s'appelle Askar Askarov, qu'on est invaincu en carrière et qu'on est une machine de guerre, on ne pense pas à la défaite, on se dit forcément je vais passer cette étape-là, et ensuite c'est le title shot. Demandez à Brandon Moreno et Deiveson Figueiredo aujourd'hui quel est leur statut, ils sont très très contents d'avoir cette position-là, alors qu'avant ils parlaient beaucoup plus de forcément du salaire des combattants. C'est vrai, après il y a un truc quand même auquel je peux pas empêcher de penser, c'est de me dire c'est Askarov, il apporte. C'est vrai en termes de pure valeur marchande, là, maintenant, tout de suite, sur le moment, c'est vrai qu'il apporte pas grand-chose à l'UFC, mais je me dis, c'est avec des gars comme Askar Askarov, c'est-à-dire qui parle ou qui parle pas, il apporte un niveau à l'UFC qui fait que c'est l'UFC, l'organisation numéro 1 au monde. C'est-à-dire que, oui, c'est pas lui qui va leur faire vendre des places, mais il apporte
lui et tous ceux qui sont dans son cas, c'est-à-dire pas très bankable et qui ne rapportent pas beaucoup de divertissement et d'argent, disons, parce que les gens n'achètent pas de pay-per-view pour les voir ou quoi que ce soit, mais qui font que l'UFC est l'organisation où tout le monde veut aller aujourd'hui parce que la ceinture veut dire quelque chose, bah c'est grâce à lui aussi. Du coup, je peux quand même pas empêcher de me dire, si jamais on commence à d'évaluer, c'est-à-dire si jamais maintenant comme Curtis Blades finalement. Ouais, c'est ça. Mais qui est aujourd'hui bien payé. Qui est aujourd'hui bien payé. Après, ce sont les poids lourds. Est-ce que là, en plus, je pense qu'ils bénéficient malheureusement, donc qu'ils n'en bénéficient pas, mais que le fait qu'ils soient en flyweight, ça doit pas aider non plus. Parce que par exemple, tu vois, Chris Daukaus, je crois qu'il était à 80 000, donc 80 plus 80 s'il gagnait. Il est dans une situation qui est, je pense, peut-être non, quoi que tu vois, non. C'est ça. Et à titre de comparaison, c'est pour ça que je voulais dire aussi, même Curtis Blades, je trouve, est sous-payé. Enfin, oui. il est numéro 2 de la catégorie. Il est à 131 plus 131. Là, en cas de défaite, il serait reparti avec seulement 131 000. Ce qui vous donne aussi une idée que même si vous êtes, forcément, il y a un delta entre les flyweight et les heavyweight parce que c'est la catégorie reine, il y a quand même une différence entre quelqu'un qui est un petit peu bankable et ou malheureusement quelqu'un comme Curtis Blades. Et encore, c'est vrai que la catégorie poids lourd, parce que du coup là on prend les exemples de Curtis Blades, de Chris Daukaus, et c'est une catégorie où statistiquement on sait aussi qu'il va y avoir beaucoup plus de finition. Et puis de toute manière, c'est vrai que par essence, quand tu mets des poids lourds sur une carte, ça a forcément plus d'attrait. C'est normal. On veut les plus gros monstres possibles. On veut des chocs, on veut des accidents de voiture dans la cage entre deux mecs qui sont ultra compétents. Donc c'est ça qui fait aussi que de toute façon, Chris Daukaus, qui n'était même pas deuxième mondial et qui même pas top 5 d'ailleurs je crois à l'époque, mais qu'il gagne donc c'est un peu plus de 3 fois plus que Askar Askarov, tu vois. Mais quelle est la solution, Big Rusty, pour ces combattants-là? Parce que c'est ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui. Et on s'en souvient, à l'UFC, il s'est passé plusieurs fois cette situation avec les Gegard Mousasi qui étaient pourtant, et encore, Gegard Mousasi parle plus qu'Askar Askarov et que Curtis Blades, mais qui était en pleine bourre, souvenez-vous de son dernier run à l'UFC où il sortait d'une victoire contre Chris Weidman. On se disait, il va peut-être avoir son title shot. Il estimait mériter un meilleur salaire. Finalement, il est parti au Bellator. Demetrius Johnson, l'un des plus grands de tous les temps, a été échangé contre Ben Askren. Benson Henderson aussi, qui était à l'époque, il y a 5 ans de ça, qui était encore en très très bonne forme, il est parti au Bellator. Est-ce que pour toi, ces combattants-là, qui ont d'énormes qualités sportives, mais qui malheureusement, tu vois, ont pas le following qu'ils mériteraient, en tout cas le soutien populaire qu'ils mériteraient, est-ce qu'ils ont leur place pas leur place à l'UFC, mais tu vois, je veux dire, ils peuvent être traités à leur juste valeur à l'UFC quand ils ne sont pas champions. Parce que c'est ça le truc aujourd'hui, et même à titre d'exemple aussi, Colby Covington, avant qu'il change complètement de personnage, quand il était lui-même, il était à ça de partir de l'UFC. Enfin, d'être, qu'on le prie de plier bagage. Mais après, ce qui est délicat, c'est, là, tu vois, admettons qu'on soit l'UFC et qu'on veuille trouver une solution à ça, et qu'on se dise, ok, mais pour que ce soit le plus juste possible, il faut donc arriver à trouver une métrique selon laquelle on mettra un salaire seuil qui sera très très bon pour tout le monde, comme ça au moins on est sûr que, entre guillemets, il n'y a pas de jaloux, un truc, mettons linéaire en fonction du classement, ok, mais qu'est-ce qu'on utilise comme métrique pour savoir si un combattant est plus bankable qu'un autre? Parce que les réseaux sociaux, c'est une chose, mais c'est volatile d'avoir un certain nombre de followers ou d'engagements. Est-ce que du coup on se base uniquement sur l'impact sur les pay-per-view ou sur les audiences? Moi je fais ça sur les enjeux en fait. Moi je ferais ça sur les enjeux et le positionnement sur la carte, tu vois. Donc il y a le minimum qui a 10 000 plus 10 000 pour tous les combattants, et on va y venir parce que Rust a travaillé un peu là-dessus. Il y a le 10 000, il y a 10 000 plus 10 000 pour tous les combattants qui arrivent. Ensuite tu augmentes graduellement en fonction de tes apparitions à l'UFC le nombre de victoires également. Il y a aussi, moi j'ajouterais un bonus, donc là je parle du fixe, pas du bonus lié au pay-per-view, qui là justement, moi je garderais ça, et ensuite, soit le bonus de pay-per-view qui est classique, vous prenez soit $1, soit $2, soit vous appelez Conor McGregor, vous prenez $5, et plus en fonction de votre star power, mais là, ça dépend entièrement de de si vous êtes une superstar ou un combattant dit normal. Pour le fixe, moi ce que je fais, donc c'est, il y a un variable, t'arrives avec 10 000 plus 10 000, ensuite ça dépend de ton nombre d'apparitions, de ton nombre de victoires,
et aussi de ton positionnement sur la carte, et enfin de si c'est un Fight Night ou un pay-per-view. Quand je dis positionnement sur la carte, si t'es comme un event, t'es obligé d'être à une certaine somme, où on rajoute un bonus automatique, je dis n'importe quoi, de 20 000, si t'es comme un event, si c'est un pay-per-view, t'as un bonus de 50 000 automatique sur un pay-per-view. Quand t'es main event, t'as aussi un bonus automatique. Quand c'est un title shot eliminator, t'as un bonus automatique. Quand t'es sur la main card, t'as aussi un bonus automatique. En fait, un espèce de truc qui fait que tous les combattants qui sont comme Askar Askarov, comme Curtis Blades, ont automatiquement un statut qui fait que financièrement, un statut qui fait que par exemple il était là aujourd'hui, hier, il y a quelques jours, pardon. Curtis Blades, il était main event d'un UFC Fight Night. Bah forcément là, t'as les bonus qui sont liés à ton statut de main event et au fait que et puis tu cumules aussi les autres bonus qui sont t'es sur la main card, t'es main event et ça s'ajoute à tout ça. Et puis plus les bonus liés au nombre de combats à l'UFC. Je pense que tu vois ça peut être pas mal pour justement tous ces combattants qui sont en dehors des Paddy Pimblett, des Conor McGregor et des véritables phénomènes. Et je pense qu'en ayant quelque chose comme ça, on peut se rapprocher d'une situation un petit peu plus fair pour tout le monde et qui soit beaucoup plus basée sur la méritocratie. Le seul truc qui là ensuite moi m'inquiète un petit peu, c'est qu'est-ce que tu fais en parlant de méritocratie, pour par exemple Manon Fiorot de Jennifer Maia, qui était un combat entre la 4e contre Manon, je crois qu'elle était... Elle est 11e, il me semble. 12e, ouais, 11e avant le combat, et pourtant elles étaient sur les prélims, tu vois. Donc faut aussi pouvoir, à mon sens, récompenser ça d'une manière où tu mettrais peut-être un bonus quand c'est 2 membres du top 15 qui s'affrontent, tu vois. Ensuite 2 membres du top 10, et ensuite c'est 2 membres du top 15, tu rajoutes un bonus aussi. Et en gros d'avoir une espèce de grille de salaire, donc là je parle pas du tout d'exploser les salaires comme ce qui peut se passer à l'UFC, à la NFL, et quelque chose qui soit impossible. Mais en gros, avoir un salaire minimum à chaque fois, en fonction des mecs, comme ce qui se passe en NBA où vous avez le salaire minimum pour tout le monde. Et le salaire minimum, ça dépend uniquement de l'expérience des gars. Et donc quand vous avez les mecs qui viennent faire des piges, bah il y a le salaire minimum, et comme le gars est un vétéran qui a eu peut-être 15 années de NBA, bah il va toucher plus, et c'est normal que le mec qui vient juste d'arriver en NBA. Et quand vous êtes une star pour les Browns, bah le minimum s'applique pas parce que bah vous dictez un peu votre propre marché, comme ce que font les stars de l'UFC. Mais ça permet, à mon sens, d'être dans une situation où c'est fair pour tout le monde au bout de, tu vois, 4-5 combats, parce que c'est vrai que si t'arrives à l'UFC, t'es un rookie, t'es à 10+10, c'est normal entre guillemets. Ouais, et puis c'est vrai que je ne sais pas non plus quelle est la part de l'impact des managements sur ce que peuvent toucher les combattants. Parce que avant de venir à la situation Cowboy Cerrone, du coup, sur lesquelles j'ai été faire ma petite enquête juste avant, mais c'est vrai qu'avant d'en venir à ça, un mec comme Askar Askarov, tu vois, je ne sais pas quel est son management, mais je me dis parce que forcément ça a un impact, quel est l'impact que peuvent avoir les décisions managériales avant qu'il arrive à l'UFC et pendant qu'il était à l'UFC, qui pourrait faire qu'il augmente ou pas son salaire. Parce que je me dis, ça se trouve, il y a aussi le fait que Kai Kara France, du coup, qui a été payé beaucoup plus que Askarov, il était aussi à l'UFC depuis plus longtemps, donc il avait peut-être eu, je crois qu'il a joué 2 fois plus de combats, donc il avait peut-être aussi eu un renouvellement de contrat qui était donc beaucoup plus intéressant, beaucoup plus juteux, que peut-être Askarov aurait eu aussi après ses 4 premiers combats ou quoi que ce soit. Donc c'est peut-être tout simplement aussi ça, le fait que il était encore sur son premier contrat et que du coup il est encore sur ce sur quoi il a accepté de combattre depuis qu'il est arrivé à l'UFC. Je crois qu'il a fait 5 combats à l'UFC, quelque chose comme ça. Askar Askarov, 1, 2, 3, 4, 5 combats, ouais. Mais donc voilà, ça c'était la première chose que je ne sais pas. Donc je ne sais pas quelle importance et influence ont les managers sur ce que peuvent toucher les combattants, genre dès leur premier combat, parce que forcément tu peux arriver avec des arguments qui font que tu commencerais à plus. Et donc pour en venir aussi à la situation de Cowboy Cerrone, déjà avec tout ce que tu as dit, je suis carrément d'accord en fait, parce que c'est vrai que ça paraît logique dit comme ça que des personnes avec un certain statut, que ce soit top 15, top 10, top 5 et de certains enjeux, touchent plus parce que ce sont des combats qui sont un peu plus importants, parce que voilà, quel que soit le star power des combattants eux-mêmes. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, ce serait un système comme ce qu'avait, parce que je sais qu'au moment où il a combattu Conor McGregor, apparemment il y a eu un changement dans le contrat de Cowboy Cerrone, donc je sais pas à combien il est passé après. Mais je sais qu'avant son combat contre Conor, en gros, il était sur un système Cowboy Cerrone où, à chaque fois qu'il gagnait un combat, sur son contrat, il y avait 5 000
plus 5 000, donc 5 000 si le combat est 5 000 s'il gagne, d'ajouter sur le prochain salaire de son prochain combat. C'est-à-dire que, par exemple, pour que ce soit très clair et avec des chiffres, en gros, admettons que... J'ai envie d'éterner depuis tout à l'heure, ça me saoule. Pardon. En gros, on a tous nos petits soucis, t'inquiète. Ouais. Ah, purée. Admettons qu'il soit à 155 000 plus 155 000. S'il gagne son combat, le prochain combat dans lequel il arrivera, il sera à minimum 160 000. Et s'il gagne, 160 000 plus 160 000. Et le combat d'après, 165 plus 165. Donc, c'est assez intéressant aussi. Et ça pourrait être un système qui est vraiment intéressant à mettre en place. Alors, j'étais en train de réfléchir pendant que tu établissais tout ce que tu établissais tout à l'heure sur est-ce que ce serait possible de coupler ça avec un système, tu sais, de combo. C'est comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais 3 victoires d'affilée, ce bonus-là, il augmenterait encore. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Mais bon, là, c'est peut-être aller un peu loin. Mais déjà, ne serait-ce que ce système-là, et je crois pas que ce soit le cas de façon inhérente à l'UFC, même j'en suis quasiment certain, ce serait déjà pas mal. Si tu arrives à l'UFC, mais tu as déjà la garantie que même si tu commences à 10 000 plus 10 000, à chaque nouvelle victoire, tu as une partie importante de ton salaire qui est rajoutée et qui restera ensuite à jamais dans ton contrat. Ça pourrait être vraiment intéressant, tu vois. Ce qu'on a aujourd'hui en plus déjà, tu vois. C'est pour ça que je pense que l'UFC, pour le coup, gagnerait à mettre ça en place, parce qu'à mon avis, ça leur coûterait pas très cher, et surtout qu'ils le font déjà. Vous n'avez qu'à regarder les salaires en fin de carrière de Junior Dos Santos, d'Alistair Overeem, ou même j'oublie son nom, c'est honteux. Mark Hunt. Qui est toujours à l'UFC, là, qui est ancien champion, qui est parmi les poids lourds, qui a affronté Thomas Spinal. André Arlovski aujourd'hui, je crois qu'il est à 400 000 $. Il ne vaut pas ces 400 000 $ aujourd'hui quand il combat, dans le sens où il est jamais mi-main event, il est rarement sur les main cards, et c'est plus un top 5 mondial tout simplement, mais il est à l'UFC depuis quasiment 15 piges, donc il est récompensé pour toutes ces apparitions dans l'organisation. Et donc c'est un système, vous regardez même aujourd'hui les Joe Lozon, les mecs comme ça, et même Diego Sanchez avant qu'il parte de l'UFC, il était plus du tout dans un rôle de contender ou même de gatekeeper, c'était vraiment juste une des personnalités de l'organisation, et pourtant il avait un énorme salaire qui récompensait toute sa longévité au sein de l'organisation. Donc ils mettent déjà ça en place, c'est juste qu'aujourd'hui malheureusement c'est un petit peu opaque. Ouais, et alors je pense pas que ce soit le cas, mais tu peux pas régresser dans un contrat UFC, il me semble, dans le sens tu peux pas. Ah oui, ouais, je crois pas, ouais. Mais c'est vrai que la question est intéressante, ouais. Voilà, donc la question ce serait de savoir est-ce que si jamais mais du coup je pense que la preuve finalement elle est dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que un mec comme Diego Sanchez ou un mec comme Arlovski ou un mec comme Overeem, tu vois, Overeem visiblement ils ont préféré entre guillemets le lâcher plutôt que, j'imagine, ce qui aurait été possible s'il y avait ce système de contrat qu'on revoit à la baisse. Ils ont préféré le lâcher plutôt que de revoir son contrat à la baisse et de le garder. Mais effectivement, enfin, pour des mecs comme Diego Sanchez et tout ça, ça veut probablement donc dire qu'une fois que tu atteins un certain stade, un certain contrat à l'UFC, tu peux plus retourner à ce que tu étais avant. Bon, ça, j'imagine que c'est quand même déjà pas mal. Mais voilà. Affaire à suivre, Big Rusty. Affaire à suivre. T'avais quelque chose à ajouter ou... Non, en fait, c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué comme sujet, mais c'est vrai que pour moi, là, nos petites théories ici permettraient de mettre un petit peu plus de clarté, et je pense que, tu vois, on serait pas dans une situation où l'UFC passerait de aujourd'hui, ils sont entre, je crois, 16 et 18% qui vont aux athlètes. Ça n'exploserait pas en faveur des athlètes. On passerait peut-être à 25% avec ce qu'on propose. Il y aurait beaucoup plus de clarté, et tout le monde, je pense, pourrait plus se projeter. On aurait une situation similaire aux autres grosses organisations américaines, et je pense personnellement que ce serait, à mon avis, pas mal pour tout le monde, et surtout pour ces combattants qui sont extrêmement talentueux, mais qui n'ont pas ce marché-là. Et aujourd'hui, vous voyez de plus en plus de critiques de l'UFC qui sont, ça se transforme un petit peu uniquement comme un show. Georges Saint-Pierre avait fait une interview récemment auprès d'Al Elwani dans The MMA Hour, et il expliquait qu'il y avait peut-être un petit peu trop de trash talk aujourd'hui. Là, ça permettra à chacun d'être fidèle à soi-même et pas avoir à jouer des personnages sans cesse. Ouais. Et par exemple, pour Askar Askarov, si jamais, juste avant ce combat-là, donc admettons qu'il soit sur le même contrat depuis ses débuts à l'UFC, à savoir 26 000 plus 26 000, après, donc il a fait un draw sur son premier combat contre donc Brandon Moreno, maintenant ancien champion.
Mais sur les 3 autres combats qu'il aurait fait ensuite, admettons qu'on mette en place ce système de à chaque fois tu gagnes 5000 plus 5000 en plus, bah là déjà il serait à 26 plus 15, 41 000, des 41 000 à chaque fois qu'il serait qu'il aurait un combat à l'UFC, juste pour montrer à quel point ça va vite si jamais tu accumules les victoires. Et en soi, c'est pas déconnant, puisque du coup, là, il était 2e mondial parce qu'il avait réussi à se créer lui-même cette inertie. Et voilà, et ça aurait du coup du sens, quoi. À suivre, mais en tout cas, on trouvait ça intéressant de vous présenter le cas Askar Askarov, qui est 3e de la catégorie flyweight et malheureusement pour lui battu par Kai Kara-France. Big Rusty, on va se retrouver très très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, merci pour l'enquête, ça lui a pris 1 semaine pour enquêter là-dessus, donc n'hésitez pas à féliciter Big Rusty pour le travail. Je l'ai pas mal aidé parce que vous imaginez le travail titanesque ça a été. Bon, enfin, voilà. Big shout out à my sweet protein, moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur, Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, see ya, Big Rusty. I'm fucking coming for you!